L'univers de Madame Ernest se résumait au triangle délimité par les rues d'Assas, de Vaugirard et le boulevard du Montparnasse. Au-delà s'étendait une terra incognita, où elle se risquait le moins souvent possible, serrant fort les fesses et le manche de son parapluie noir. Même le jour de l'armistice, alors que tous les Parisiens étaient dans la rue, Madame Ernest n'avait pas quitté son poste au 23 de la rue du Gué-Trouin, Paris 6e, au motif que des cambrioleurs auraient pu profiter de l'occasion pour visiter les appartements désertés. La liesse générale de ce 11 novembre l'avait laissé de marbre. Son mari était mort pour la France, ce n'est pas un défilé qui allait le ressusciter. Madame Ernest était donc restée seule avec sa peine, dans les ténèbres de sa loge, un boyau coudé, ouvrant d'un côté sous le porche, de l'autre sur la cour de l'immeuble. Dans cet espace congru, elle était parvenue à entasser le lit matrimonial, un Voltaire à oreilles tapissé de soie tilleul, un buffet et un minuscule réchaud sur lequel mijotaient à longueur d'année les puissants ragoûts dont elle nourrissait son chagrin. Elle n'avait pourtant pas toujours été concierge, Madame Ernest, ni obèse. Elle avait eu un nom et un prénom avant de rencontrer Ernest Bouscadier. Armande Guyot, elle s'appelait, employée chez un fleuriste de la rue Vavin. Elle y avait commencé à la veille de ses 15 ans, balayant le sol, désépinant les roses, ou liant d'un brin d'osier ces petits bouquets composés qu'on vend aux amoureux pressés. Madame Ernest avait du locataire idéal une image précise. Il devait être français de France, posséder de bonnes manières, un compte en banque à l'avenant, afficher une allure cossue. La concierge ne détestait rien tant que ces étrangers qui pullulaient dans le 14e arrondissement limitrophe. Un artiste autoproclamé, pour la plupart insolvable et malatifé, un ramassis de Youpin, de Ruskov, de Rital, d'Espingouin, d'Amerloc et même de musiciens nègres. Tout ça se prenant pour les rois du monde et baragouinant à qui mieux avec des accents à couper au couteau. À Montparnasse, il y aura bientôt plus que les garçons de café à parler proprement. Gabrielle était chez les Clarisse depuis plus de 4 ans quand survint la guerre. Elle vit les sœurs s'enflammer, se mobiliser à leur façon, priant chaque jour pour la victoire de la France, pour nos braves piou-piou, si méritants, si courageux. Faussement candide, elle fit observer que si les petites Allemandes adressaient au ciel les mêmes prières ferventes, il allait avoir du mal à choisir son camp, le Seigneur. Elle dut copier 100 fois « Je ne dois pas parler à tort et à travers, surtout pour tenir des propos déplacés et irrévérencieux. » La jeune fille, on l'a vu, n'avait que peu de contact avec ses 2 grands frères, les ignorants autant qu'ils l'ignoraient. Mais une fois sous les drapeaux, ils présentèrent un intérêt nouveau. Patriote, le lieutenant Léon Bertholon avait choisi de partager dans la tranchée le sort des pauvres bougres placés sous ses ordres. Il y gagna la dysenterie, des poux et des rhumatismes avant qu'un éclat de shrapnel ne lui emporte un gros morceau de bras droit et qu'un autre ne lui entaille le crâne et le front. De bonnes blessures auraient cependant estimé les moins chanceux. Les paralysés, les amputés, les gueules cassées, rafistolées avec le peu de chair et d'os qui restait, condamnés à finir leur jour loin des regards dans des établissements discrets. Léon dut apprendre à écrire, à manger, à se torcher et à se masturber de la main gauche, l'autre demeurant blanche et inerte à l'extrémité d'un bras mort. L'entaille profonde, qui allait du sourcil droit au sommet du crâne, évoquant un coup de hache ou de machette, rappelait la barbarie de la guerre et témoignait qu'il s'était battu en première ligne, contrairement à d'autres qui n'avaient jamais entendu le son du canon.
L'allusion visait Théodore. Affecté pour sa part au ravitaillement, qui passa les 4 années du conflit à Paris, dans un bureau bien chauffé du ministère de la Guerre, à additionner en longues colonnes les hectolitres de pinard, les kilos de barbac, les tonnes de farine. Théodore se défendait d'être un planqué, un pistonné, un embusqué. Il affirmait que seul un destin capricieux, le coup de tampon d'un fonctionnaire, l'avait placé à l'arrière, tandis que l'on expédiait son cadet sous la mitraille. Charles-Henri Bertholon fut inhumé avec la pompe et la solennité qu'on en imagine. Tout ce que Lyon comptait, d'industriels, de magistrats, de banquiers défila chapeau bas devant son cercueil. Lorsqu'il fut procédé à l'ouverture du testament, Gabrielle s'estima lésée. Son père avait partagé l'entreprise entre les 2 aînés, tandis qu'elle-même se voyait dotée d'une rente en numéraire. Elle objecta que celle-ci resterait immuable, alors que Théodore et Léon, pour peu qu'ils ne commettent pas de grossières erreurs de gestion, allaient voir croître leurs ressources et enfler leur capital. La jeune femme consulta un avocat qui lui déconseillait de se rebeller. Vos 2 frères ont étudié le commerce et monsieur votre père les a formés à ses méthodes. Vous, mademoiselle, vous sortez quasiment du couvent et vous n'avez pas la moindre idée du fonctionnement d'une entreprise. Tout s'apprend. Certes, mais réfléchissez bien. Avez-vous vraiment envie de consacrer votre vie à la fabrication et à la vente d'étoffes? Vous sentez-vous de taille à siéger dans un conseil d'administration, à discuter chiffres et créances, à mater une grève? Gabrielle sentait fléchir sa détermination. Les juges sont des hommes, mademoiselle Bertholon. Et tout me porte à croire qu'ils donneront raison à monsieur votre père. Ils loueront sa prévoyance, sa sagesse, blâmeront votre attitude rebelle et au bout du compte, vous donneront tort. Alors, jouissez donc de la généreuse rente qui vous a été octroyée. Profitez de votre jeunesse. Parcourez le monde et amusez-vous. Laissez à vos grands frères ces sordides questions de concurrence, d'export, de marge bénéficiaire. Cela vous épargnera une calvitie précoce et un ulcère d'estomac. Le conseil était judicieux autant que juridique. Gabrielle résolut de le suivre. C'est entendu. Elle voyagerait. En Italie, d'abord. Parce que M. Fredon l'avait assuré que c'était indispensable pour quiconque aspirait à devenir peintre. À force de se frotter au crime par journaux interposés, Madame Ernest et ses affidés estimaient avoir développé un 6e sens pour flairer les individus louches. Chacune des 3 concierges avait ainsi dans son immeuble 2 ou 3 personnes jugées bizarres ou patibulaires, dont il convenait de surveiller les faits, les gestes et les propos, dans l'espoir de prévenir un drame de sang. Madame Amelot était la seule à compter parmi ses locataires un authentique commissaire de police. Pourtant, elle n'osait pas faire part ouvertement de ses craintes ou de ses soupçons. Elle préférait écrire en lettres capitales et à longueur de soirée des missives délatrices qu'elle s'en allait poster nuitamment dans les boîtes aux lettres de l'arrondissement suivant. Une activité qui se murerait quelques années plus tard en sport national. Toujours si polie, si jolie, si bien vêtue, Gabrielle n'entrait évidemment pas dans la catégorie des criminels en puissance. Mais Madame Ernest s'inquiétait, se désolait de l'avoir fricotée, selon son expression, avec Oleg Ostitchenko et consorts. Que l'un d'eux se présenta à l'entrée du froid, elle le laissait poireauter aussi longtemps que possible avant de consentir à tirer le cordon. On a les vengeances trop peu. Lorsqu'elle croisait Gabrielle sous le porche, la concierge s'évertuait à la mettre en garde contre ces déplorables fréquentations, usant de périphrases et de détours abscons. « C'est-y donc que vous vous plaisez ?
chez Monsieur Serepensky, demandait-elle par exemple. Puis c'est un excellent professeur. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Et les autres? Les autres élèves, vous voulez dire? Ouais. Je m'entends bien avec eux, ils sont sympathiques. Ouais, vraiment. Parce que je me suis laissé dire que certains... On sait ce qu'on fait, allez. Gabriel ignorait s'il convenait d'entendre ce « on » comme une sorte de pluriel de majesté ou comme l'expression d'une vérité communément admise dans la capitale. Et que sait-on, Madame Ernest? Ah, si je vous le disais, mademoiselle, vous croiriez que j'invente. Loin de moi cette idée. Dites-moi, je vous en prie. C'est que je voudrais pas vous faire peur, mais c'est donc si effrayant. Chacun voit midi à sa porte, déclarait alors la concierge d'un ton irrévocable et sentencieux. Mais que voulez-vous dire? Je me comprends. Vous êtes bien la seule, était tenté de penser Gabriel. Il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Et l'homme averti en vaut deux, encore que vous soyez une demoiselle. Son stock de proverbes épuisé, la concierge lui tournait le dos pour se consacrer pleinement à l'asticage de la pomme d'escalier qui brillerait bientôt comme un astre. Gabriel regardait son appartement regagnait son appartement, en se demandant si Madame Ernest avait encore toute sa tête, si la perte affreuse de son mari ne lui avait pas embrouillé les idées à jamais. Elle en était attristée. Ce n'était pas tant qu'elle s'habillait mal, Marcel. C'est juste qu'elle s'en foutait. Comme pour ses cheveux frisés qu'elle avait renoncé une fois pour toutes à discipliner. « Ta belle crinière !» lui disait Ostitchenko en roulant exagérément les airs. Il s'offrit aussitôt à coucher avec elle, bien qu'elle fût trop maigre à son goût. Elle répondit « Te fatigue pas, Oleg, j'aime que les femmes. » Toute la tablée rit devant l'expression chagrinée du Russe. Même Gabriel, que cette homosexualité revendiquée, choquait encore un peu. Depuis que Marcel s'était greffé à leur bande, elle était fascinée. Ce culot, ce naturel, ces réparties qui faisaient mouche, autant d'atours qu'elle ne possédait pas. Marcel, non pas Marcel, la faute à son éducation bourgeoise et lyonnaise. D'emblée, Marcel avait annoncé la couleur, elle n'était attirée que par les femmes. Quand Marcel avait cherché ses lèvres, elle ne s'était pas dérobée. Elles étaient, il faut le dire, passablement ivres, l'une et l'autre. Et puis, on était à Montparnasse, où rien ne semblait porter à conséquence. La vie était aussi légère, aussi pétillante que le champagne dont Gabriel prenait dangereusement l'habitude, consacrant désormais autant d'énergie à étudier la peinture qu'à s'étourdir. Si papa était encore parmi nous, assura Théodore, il aurait dit en apprenant cette histoire « Je n'ai plus de fille ». Je reprends la formule à mon compte. Nous n'avons plus de sœur. Qu'allez-vous faire? Lui arracher des gueux aux pieds et la noyer dans le Rhône? Tu n'es pas drôle. À force d'insister, Violette finit par arracher à son mari des bribes d'informations. Gabriel serait soigné en Suisse, dans une maison de santé haut de gamme. Soigné. Non, soigné. Tu veux dire que coucher avec une femme, déshonorer sa famille, c'est une maladie? Moi, vois-tu, j'appelle ça de la perversité pure. Violette pouvait appeler ça comme elle voulait. L'important, c'était de régler cette histoire, discrètement, dans les meilleurs délais, avant qu'un nouveau dérapage ne se produise. Les frères Bertholon prirent rendez-vous avec le docteur Bonnevaux, dont l'abbé Migeot avait noté le nom dans son agenda. On leur avait dit qu'en Suisse, 2 certificats médicaux concordants étaient nécessaires pour justifier d'un placement en asile psychiatrique. Montés à Paris, les Bertholon contactèrent plusieurs médecins de quartier. Certains se contentèrent de refuser, d'autres s'offusquèrent. Ils tombèrent enfin sur un praticien moins regardant, qui écrivit à l'attention du docteur Lambernet. « Chers confrères, j'ai pu constater chez mademoiselle Bertholon Gabrielle, ma patiente, divers signes qui témoignent du délabrement inquiétant de son état physique et mental.
Mademoiselle Berthelon se ronge les ongles, fume plus que de raison, néglige son apparence. Sa peau est rêche, décolorée, la sclérotique est jaunâtre et la palpation révèle un foie plus gros que la normale. La patiente n'a pas nié une consommation d'alcool excessive et déclare souffrir d'insomnie. Son cycle menstruel est irrégulier. Mademoiselle Berthelon a confessé son irrésistible attirance pour les personnes de même sexe. Une situation dont elle souffre au point que l'on puisse craindre qu'elle envisage, dans un proche avenir, de mettre fin à ses jours. C'est pourquoi je vous l'adresse, chers confrères, certain qu'elle trouvera dans l'établissement que vous dirigez les soins et l'attention dont elle a le plus urgent besoin. C'est absolument parfait, s'exclama Léon en lui remettant les 3000 francs promis.